Alors, est-ce que vous avez bien noté dans vos agendas le 2 avril 2025 comme jour de la libération? C'est Donald Trump, c'est la Maison Blanche, qui, en parle. Ça fait un moment, hein, maintenant, ça fait un mois qui martèle que ça va être une date, historique, qu'il va y avoir, des nouveaux tarifs donc sur la Chine, le Mexique, le Canada, l'Europe, enfin même si c'est déjà pas mal le cas sur, Chine, Mexique, Canada. Ça va être sur les voitures, les puces électroniques, les médicaments, tout doit y passer. Sauf que, comme souvent avec Trump, l'annonce, elle est énorme et puis l'action beaucoup plus floue. Ça fait quelques jours maintenant qu'on entend, bah, finalement, ce serait peut-être pas dans tous les pays, il y aurait des exemptions, on verra plus tard, etc. Et ça s'est vu, bien sûr, du côté de Wall Street. On a eu cette fameuse correction, je dis fameuse parce qu'on en a beaucoup parlé, je trouve, pour la, entre guillemets, faible baisse qu'il y a eu. Il y a eu la fameuse correction d'un peu plus de 10% sur le S&P 500, 4 000 milliards de dollars d'envolée, etc. Et là, petit regain d'espérance parce que on se demande un peu toujours la fameuse question, est-ce que Trump bluffe ou est-ce que c'est vraiment un idéologue qui est prêt à aller jusqu'à la récession pour faire reconstruire en gros des usines aux États-Unis. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais faire comme j'avais déjà fait il y a un mois, je vais passer au travers de données macroéconomiques, mais très 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 vite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Vous savez, moi j'ai ces graphiques de macro-bond que j'ai qu'à actualiser, donc voilà, il y a les derniers chiffres qui sont arrivés à la fin et qui bougent. Donc je vais passer très rapidement pour voir s'il y a quelque chose qui s'est passé au cours du mois et demi écoulé depuis la dernière présentation. Spoiler, pas grand-chose. C'est pour ça que je vais aller très très vite jusqu'au tarif parce que j'ai plein de nouveaux graphiques qui nous montrent un petit peu où on en est du côté des tarifs douaniers. On peut avoir quelques surprises, notamment du côté de la Chine. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc très rapidement, la croissance, rien de nouveau, toujours faible en Europe, toujours moyenne aux États-Unis et toujours, on va dire, correcte en Chine, si les chiffres qui nous sont donnés sont bons. Confiance des producteurs, toujours à des niveaux moyens, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Confiance des consommateurs. On commence à voir le consommateur américain qui tremble un petit peu, voilà, notamment avec des craintes d'inflation et notamment à cause de ces tarifs douaniers. Donc on voit que ça commence à être un petit peu fébrile de ce côté-là. Rien à signaler du côté du chômage, rien à signaler du côté des salaires, rien à signaler du côté de l'inflation. On voit que ça baisse plutôt fortement en Chine, mais on voit que l'inflation, elle est en train de revenir, vraiment de rebaisser pour revenir à des niveaux pré-Covid. Et c'est là où vraiment les tarifs sont très intéressants. C'est parce que c'est peut-être ces tarifs qui vont nous faire arriver dans un autre monde. Et on verra tout à l'heure à quel point c'est vraiment un autre monde que nous propose Donald Trump. S'il n'y a rien qui se passe du côté tarif, ben on revient dans le monde pré-Covid, donc avec des taux d'inflation qui vont être autour de un gros pourcent du côté de la France et de l'Europe, et qui étaient du côté des États-Unis plutôt autour de 2%. Donc on voit qu'on n'y est pas hein, du côté des États-Unis. En Europe, on est plutôt revenu sur des niveaux, en France plutôt, on est plutôt revenu au niveau pré-Covid. Et en Europe, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc la clé, c'est l'inflation, mais la clé de l'inflation, ça reste les tarifs. Je passe très rapidement du côté de l'inflation, des prix du pétrole, il n'y a rien de nouveau à signaler. Pareil du côté de l'électricité. La Fed, c'est intéressant parce que la Fed, bon, Jérôme Powell a parlé, forcément, il est attentiste, il est un petit peu dans l'attente notamment des effets de la politique de Donald Trump, et c'est probablement ce qui viendrait compenser les effets négatifs pour les marchés des tarifs, c'est-à-dire si tarif veut dire inflation, ben la Fed serait peut-être amenée à baisser ses taux plus tôt ou plus vite, tous les deux, que prévu. Mais voilà, on voit le chemin, que ce soit pour la BCE ici ou pour la Fed. On a des baisses qui sont attendues jusqu'en fin 2026. Mais ça va énormément dépendre de ce qu'on verra un peu tout à l'heure, donc sur les tarifs douaniers. Banque centrale, toujours en train de réduire leur bilan, sauf la Chine, exception notable, mais du côté US et Europe, ça réduit les bilans. Les taux 10 ans, on peut le noter quand même, taux qui était plutôt parti à la baisse, et du fait du plan de relance allemand, des plans de défense européens, etc. Forcément, les marchés s'inquiètent un petit peu en disant, mince, on a déjà des pays très endettés en Europe, il va falloir se réendetter encore plus pour la défense, pour l'armement. Donc, petite tension sur les taux longs européens. Alors que, voilà. Mais bon, c'est quelque chose qui est un petit peu anecdotique, j'ai envie de dire, par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, donc les tarifs. Courbe des taux, la courbe actuelle, c'est la courbe rouge.
relativement plate. Vous savez, les courbes normalement sont plutôt pentues. Une courbe plutôt saine, c'est pentu. Une courbe un petit peu plate, comme ça veut dire que les taux courts sont quasiment au niveau des taux longs et ça veut dire qu'on est encore en période de lutte contre l'inflation. La vieille courbe, celle qui est en pointillé ici, c'est une courbe en pleine inflation, courbe inversée avec des taux courts qui sont plus élevés que les taux longs. Là, on voit, on est encore en période de lutte contre l'inflation et quand ou si la lutte contre l'inflation est un succès, on aura des taux courts qui seront beaucoup plus bas, qui vont retomber vers les 3% et voire en dessous un peu potentiellement, et avec des taux longs qui seront plutôt, qui devraient a priori rester sur ces niveaux-là. Enfin, j'y connais rien en taux, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est une courbe typique plutôt plate de lutte contre l'inflation. Si je continue dette publique, ça ne va pas vous surprendre en termes de montant, on est encore sur des niveaux très élevés. Immobilier, c'est marrant, on s'attendait un petit peu à une reprise, notamment en France, reprise de l'immobilier. Ben non, ce n'est pas le cas. Ça rebaisse un petit peu pour ceux qui suivent l'immobilier de près comme moi. On voit que la crise, entre guillemets, est loin d'être finie. Du côté des transactions, on voit un petit rebond. La courbe rouge, c'est la courbe française. On voit un petit rebond, mais qui ne se voit pas encore dans les prix, et rebond très faible en nombre de transactions. Voilà, émission mondiale de dioxyde de carbone. J'ai laissé ce graphique quand même. Pourquoi ? Parce que comme on a passé l'hiver dans les pays riches, qui dit hiver dans les pays riches dit record d'émissions mondiales de dioxyde de carbone. Donc voilà, la dernière fois, on était sur un point comme ça de baisse parce que l'hiver n'était pas encore passé. Voilà, maintenant, comme c'est très saisonnier, hop, nouveau pic, mais je pense que ça ne vous surprend pas malheureusement. Nouveau pic, voilà. Sur les indices actions, voilà, c'est la correction sur les États-Unis dont je parlais tout à l'heure, avec les pays européens qui en ont plutôt profité. C'est toujours sympa de voir ces graphiques à long terme. Et attention, long terme ici, c'est 15 ans. Je n'ai pas pris non plus un graphique sur 50 ans. On voit que sur un graphique à 15 ans, la petite correction américaine, elle est quasi invisible. Elle se note à peine. Donc j'aime beaucoup très souvent reprendre des graphiques un petit peu longs. Et là, à nouveau, on est sur 15 ans et on voit que cette petite baisse de 10%, elle est finalement pas bien méchante. D'autant plus que cette baisse, ici, je vous la montre, le S&P 500 en bleu avec les résultats des entreprises du S&P 500 en vert, on s'aperçoit que la baisse des marchés n'est pas due à une baisse des résultats des entreprises américaines. Ça, je pense que vous le savez, c'est juste un dégonflement des valorisations. Et honnêtement, un dégonflement qui est tout à fait normal parce qu'on voit que le marché s'était un petit peu excité alors que les résultats des entreprises étaient plutôt correct, mais il ne méritait pas non plus ce type de valorisation. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt sain qui permet de retrouver sur certaines valeurs des prix intéressants. Avant de passer au cœur de cette vidéo, c'est-à-dire aux tarifs et à leur potentiel impact sur l'économie américaine, un petit mot sur mes partenaires. On est, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 mars, c'est le dernier jour pour la promotion de 40% sur Zone Bourse. Je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est bon jusqu'à minuit. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il faut utiliser le lien qui est en dessous de cette vidéo. Chez Saxo Bank, il y avait anciennement 250 € de frais de transaction remboursés. C'est passé à 500 € en utilisant le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et en plus, jusqu'au 30 juin, vous avez 150 € de frais remboursés pour le transfert de votre PEA. Voilà, donc si vous voulez changer de courtier, PEA, non PEA, allez-y. Vous savez que Saxo, c'est la plateforme que j'utilise. Et puis, vous avez donc, en gros, vous n'allez pas payer de frais pendant un certain temps, parce que vu le montant des frais chez Saxo, à 500 € de frais de transaction offerts, vous pouvez reconstituer un gros portefeuille sans problème et surtout sans frais. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas de promotion sur la newsletter Bourseco parce qu'elle est gratuite. Donc, toujours avec le lien qui est en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des analyses régulières de Bourseco. Donc voilà, c'est toujours bien de s'informer avec des newsletters de qualité. Ici, c'est vraiment investissement entreprise de qualité. Donc voilà, si c'est votre truc, si vous êtes investisseur long terme dans des belles entreprises, n'hésitez pas à vous inscrire. Bon, petit aparté et on repart maintenant sur nos tarifs douaniers. Je me suis un peu dépêché sur le croissance, chômage, etc. parce que vous l'avez compris, non seulement il ne se passe pas grand-chose, et ce qui va se passer dépend de ça, de ce dont on parle maintenant. Donc évidemment, on va parler des tarifs douaniers américains. Et j'adore ce graphique. C'est un graphique très long terme qui est sur 200 ans. C'est quand même très rare de voir des graphiques sur 200 ans. C'est rare d'avoir de la donnée. Ce sont les droits de douane moyens sur toutes les importations. Droits de douane américains moyens. Et je pense que vous le voyez clairement, il y a un méga trend, une méga tendance avec des tarifs douaniers qui étaient extrêmement importants au 19e siècle.
avec des taux, on était à quoi? Entre 20 et presque 50%. Mais avec le temps, on voit que ces taux baissent, 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 jusqu'à, allez, je vais dire à peu près les années 80, où on est à des niveaux quasi nuls. Alors bien sûr, ça a continué à baisser, hein. La partie mondialisation, on la situe surtout à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à peut-être 2010. 2010, la fin de mondialisation, ou allez, on peut aller peut-être jusqu'au Covid. Mais on voit à quel point Trump a mis un coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que ça fait 200 ans qu'il n'y a pas eu de remise en question. En tout cas, on va dire, allez, depuis 50 ans, je vais être gentil, depuis 50 ans, depuis les années 80, il n'y a jamais eu une remise en question du fait que les droits de douane doivent être le plus faible possible, que la mondialisation, le libre-échange, voilà, c'est le terme que je cherchais, le libre-échange est le mieux pour tout le monde. On voit la première tentative de Trump, hein, bien sûr, en 2018, d'augmenter les droits de douane, mais qui finalement paraît faible avec du recul par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Pourtant, on reste sur des niveaux, forcément, il n'a pas tout mis en place, on reste sur des niveaux qui sont relativement faible, 8%, faible, enfin moi ça me paraît énorme, mais relativement faible. Mais même à des niveaux de 8%, on voit qu'on arrive à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis les années 70. Donc c'est pour ça que c'est autant un gros sujet, c'est que c'est pas juste des petites augmentations à droite à gauche, hein. Le monde que propose Trump, c'est un monde qu'on n'a pas vu depuis au moins, et je dis bien au moins 50 ans. Maintenant, point super intéressant, c'est de se dire pourquoi Trump s'attaque à la Chine, au Canada et au Mexique. Il y en a d'autres dans le viseur, mais c'est surtout eux. La Chine, c'est évident. La Chine, c'est l'ennemi commercial américain. Il n'y a pas de doute là-dessus, de très loin, c'est l'ennemi commercial américain. Ça se voit tout de suite ici. On a les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. On voit que les importations américaines ont trois, mais la Chine, donc, qui est le numéro 1 avec 10,9%, le Mexique ensuite, pas très loin, et le Canada. Mais l'énorme différence entre Chine et puis Mexique-Canada, c'est au niveau des exportations américaines. Parce que le déficit commercial américain est très fort vis-à-vis de la Chine, puisque la Chine ne représente que 4,7% des exportations américaines. Donc il y a un gros déséquilibre. Alors qu'avec les Mexicains, le déséquilibre est relativement faible, puisque les exportations américaines, c'est 9,2% au Mexique. Au niveau du Canada, on voit que c'est relativement équilibré. Alors attention, on ne parle pas ici de montant, hein, en dollars, on parle de pourcentage des importations ou des exportations, mais on voit que 10% des exportations américaines sont pour le Canada et 10% des importations viennent du Canada. Donc on voit à quel point on a quand même un gros déséquilibre, surtout avec la Chine, beaucoup plus qu'avec les deux autres. Pourquoi est-ce que Trump s'attaque autant au Canada et au Mexique, qui ont pris plus cher finalement que la Chine? C'est tout simplement que ce sont les plus faibles de la cour de récré. Et on s'attaque principalement, quand on veut paraître fort, on va d'abord s'attaquer aux plus faibles, ce qui va nous donner une certaine crédibilité avant de s'attaquer à d'autres, aux plus gros de la cour aux plus costauds de la cour de récré. Donc c'est ce que fait Trump. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque au Mexique et au Canada? Tout simplement parce que le Canada et le Mexique, on le voit ici, ont 80% de leurs exportations qui se dirigent vers les États-Unis. Donc ils sont totalement liés avec les États-Unis, et c'est là où c'est vraiment un coup dans le dos que leur fait Trump, hein, parce qu'il y a une alliance entre les pays d'Amérique du Nord, d'où l'énorme dépendance que le Mexique et le Canada ont avec les États-Unis, et Trump en profite pour jouer au plus fort avec eux, et forcément ça peut marcher. En tout cas avec le Mexique, ça marche plus qu'avec le Canada. Alors vous pourriez me dire, bon, c'est pas si grave si les exportations représentent une faible part du business du Mexique et du Canada, mais c'est pas le cas. Les exportations américaines représentent 19% du PIB canadien. Donc imaginez la puissance dans le bras de fer. Si ces exportations diminuent de moitié, et quand on voit les droits de douane qui sont mis, on peut se poser la question, ça peut être catastrophique pour le PIB canadien. Et on voit ici du côté mexicain que c'est encore pire, puisqu'il y a 30% du PIB mexicain qui vient des exportations vers les États-Unis. Donc on voit que dans ce bras de fer-là, les deux plus faibles, ça reste les États-Unis et le Canada. Et donc Trump va se bat d'abord avec eux, avec les candidats les plus faciles, avant d'aller voir ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué avec la Chine? Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus compliqué d'avoir un bras de fer commercial avec la Chine? Tout simplement parce que les exportations vers les États-Unis ne représentent que, alors attention, ça reste un gros chiffre, hein, représentent 11% du PIB chinois. Mais quand on regarde l'historique, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, on voit la naissance de la Chine comme usine du monde, hein, années 90, début des années 2000 jusqu'à 2005. Les exportations sont montées jusqu'à
25, 26, 27% du PIB chinois. C'est monstrueux, c'est énorme. Et ça a beaucoup diminué ensuite. Donc les Chinois sont beaucoup moins dépendants des États-Unis qu'avant. Et évidemment, on l'a vu, beaucoup moins dépendants que le Mexique ou le Canada. Et on le voit directement ici. Au niveau des importations américaines, au début, en 2014, 2015, etc., les Chinois étaient bien devant. Donc les États-Unis étaient inondés de matériel chinois. Les Chinois, on l'a vu, ont beaucoup moins exporté aux États-Unis. Et maintenant, les États-Unis se retrouvent avec beaucoup plus de produits mexicains qu'avant. En tout cas, en pourcentage, si vous voulez, il y a moins de produits chinois importés aux États-Unis que de produits mexicains. Et le Canada est pas loin derrière les Chinois. Donc on voit que le monde est en train de changer. Et c'est ça que je trouve très important très important et intéressant avec ces graphiques. La politique des tarifs douaniers de Trump, c'est pas juste une question de ramasser un peu plus d'argent. Ça, c'est en termes de géopolitique et notamment de commerce mondial, ça rebat toutes les cartes. Et j'aime aussi beaucoup ce graphique parce qu'on voit ici, alors hop, je vais bouger ma tête, les exportations chinoises, elles ont bien diminué vers les États-Unis. On a vu les graphiques, hein, les Chinois exportent de moins en moins vers les États-Unis, mais c'est pas qu'ils se tournent les pouces, c'est juste qu'ils vont exporter plus vers d'autres pays. Ils exportent plus vers la Russie. Et ça, on le sait forcément, avec la guerre en Ukraine, il y a des nouveaux liens qui se créent, il y a de nouvelles routes commerciales qui s'ouvrent, il y a des nouveaux produits qui sont en train d'être vendus aux Russes, et les Russes s'habituent à ce type de produits, enfin produits ou matières premières évidemment. On voit qu'au niveau du Vietnam aussi, les Chinois exportent plus vers le Vietnam, vers le Mexique, vers la Malaisie, la Thaïlande, l'Inde, etc. Et de l'autre côté, au niveau des importations américaines, on l'a vu, ils importent beaucoup moins de produits chinois qu'avant, et ils importent plus de produits mexicains, vietnamiens, taïwanais, irlandais, etc. Alors, le truc marrant, quand j'ai vu ces deux graphiques-là, je me suis dit, tiens, mais finalement, est-ce que les Chinois, ils ne vendraient pas plus de trucs au Vietnam, qui reconditionnent un petit peu, puis qui les revendent aux États-Unis? Comme ça fait éviter les droits de douane. Mais on voit que l'impact des droits de douane, il n'est pas juste sur des produits payés un petit peu plus cher par les Américains, des exportations qui baissent un petit peu. C'est vraiment toute la carte du commerce mondial qui est rebattue ici. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on voit les effets secondaires des tarifs douaniers. Parce que Trump, au final, il veut deux choses. Il veut relocaliser les usines, d'accord? Et si ça ne se fait pas, il veut pomper de l'argent aux pays exportateurs. On sait très bien que ce ne sont pas les pays exportateurs qui payent l'argent, ce sont les importateurs américains et donc au final les ménages américains. Et je peux comprendre, effectivement, ça fait de rentrer de l'argent dans les caisses, on le voit ici. Quand on fait les calculs avec un best case, on s'aperçoit que ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses américaines. Ça représente après en termes de pourcentage du budget total du gouvernement, des sommes qui sont plutôt faibles pour le moment, 1,6%. Donc, ce n'est pas forcément le but de Donald Trump, ce n'est pas forcément de gagner plus d'argent, c'est surtout de relocaliser les usines aux États-Unis. Mais vous le savez, comme je le répète souvent, à la fin, ce sont les consommateurs américains qui payent. Et ils payent aujourd'hui 1 750 $ de plus par an à cause de ces droits de douane. Donc, c'est eux qui payent la facture. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir que déjà, c'est un monde extrêmement complexe. On voit que ce n'est pas juste figé, c'est de la théorie des jeux. Tout ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que on met des gros tarifs au Canada, au Mexique, etc., qu'il va rien se passer. Il y a des pays qui répliquent. Le Canada a répliqué assez fortement. Le Mexique n'a pas encore osé pour le moment. La Chine a pas mal répliqué. La Chine, c'est un pays qui réplique coup pour coup. Donc, c'est pas si facile pour Trump. Donc, la grande question, évidemment, c'est que va faire Trump le 2 avril, ou d'une manière plus générale, est-ce que c'est du bluff ou est-ce qu'il va vraiment aller au bout de ses idées? Est-ce que Trump est devenu un idéologue qui n'en a rien à faire de la récession, de l'inflation, etc., et qui est prêt à aller au bout parce qu'il croit vraiment, quoi que disent les chiffres, il croit vraiment que ça va améliorer le sort des Américains? Ou alors est-ce que c'est comme d'habitude un coup de bluff? Et les dernières déclarations de Trump laissent penser qu'on va plutôt de ce côté-là. Est-ce que c'est vraiment un dernier coup de bluff pour faire bousculer un peu les jeux et finalement mettre des tarifs beaucoup plus acceptables? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse d'avoir ces graphiques. Moi, je trouve qu'en quelques graphiques, on apprend toujours beaucoup. Ça nous donne une meilleure vision du monde. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est évidemment, est-ce que Trump, selon vous, c'est un bluffeur? Est-ce qu'on va avoir des bonnes surprises pour les tarifs et donc pour la bourse en général la semaine prochaine? Ou est-ce que c'est un nouveau Trump, c'est le Trump 2.0 idéologue et qui n'en a rien à faire de la baisse des marchés, qui n'en a rien à faire de l'inflation, d'une récession temporaire, etc. Est-ce qu'il va tenir bon?
On verra ça la semaine prochaine. J'ai tendance à pencher pour le côté bluffeur et c'est ce que nous laissent dire ce que nous laissent entendre les dernières nouvelles. Donc voilà. On verra ça plus tard. Merci à tous, en tout cas pour vos suivis, surtout sur ces vidéos un petit peu longues. J'espère que ça vous plaît. Et bien sûr, à bientôt pour d'autres vidéos.